Bonjour à tous. J'ai cru qu'on était un peu en retard. J'ai cru comprendre qu'on était un peu en retard, donc je vais essayer d'être relativement bref. VideoStitch, une société qui principalement fait des logiciels pour pouvoir obtenir des vidéos sphériques en 360 par 180 degrés. Et pour vous préciser le problème qu'on essaie de résoudre, c'est la captation de vidéos sphériques. On part d'une rig où il y a plusieurs caméras. Dans cet exemple, c'est une rig de 6 GoPro où on filme un événement et on veut obtenir une vue sphérique qui est ici une projection équirectangulaire le plus rapidement possible et sans défaut de stitching. Et une fois qu'on a ce type de vue équirectangulaire, un utilisateur ne pourra ne regarder qu'une portion limitée avec un casque de réalité virtuelle et donc choisir son propre point de vue dans la sphère. Sur le marché, il y a différents types de caméras qui sont disponibles. Pour ne citer que quelques-unes, en haut à gauche, vous avez la rig Koteta, qui est relativement compacte. Au milieu, c'est une rig avec des GoPro, une 360 Heroes, la caméra de Facebook, en bas à gauche, celle de Google Jump, à base de GoPro, qui a été présentée, les deux ont été présentés cette année, et la Nokia Ozo. Donc vous pouvez voir, il y a différents types de caméras sur le marché, elles ont toute une taille plus ou moins différente et ne servent pas forcément au même objectif. Du point de vue technique, il peut y avoir un problème de parallaxe qui est décrit sur cette image à partir ou issu de Wikipédia. Le problème, c'est quand on a plusieurs caméras qui regardent une même scène, si leurs centres optiques ne sont pas situés au même endroit, ce qui est le cas typiquement, les caméras sont placées l'une à côté de l'autre, on obtient un parallaxe, ce qui est illustré sur ce schéma. Il faut voir un fond rouge, blanc, bleu derrière, un objet jaune qui est devant et les deux positions des yeux. Si on se place sur le point de vue A, la croix jaune est sur le fond bleu. Si on se place du point de vue B, la croix jaune est sur le fond rouge. Donc ça, c'est le phénomène de parallaxe qui se traduit dans notre œil par une disparité rétinienne. C'est comme ça qu'on voit la trois dimensions, qu'on voit en stéréoscopie. Le problème quand on fait du stitching d'images sphériques, c'est quand ce phénomène arrive, on n'arrive pas, on a des incohérences au niveau des objets et on a des problèmes qui se produisent au niveau des coutures, surtout pour les objets lointains, proches pardon. La solution, c'est d'avoir le rig le plus petit possible pour limiter ces problèmes ou de ne filmer que des objets qui sont relativement loin par rapport à l'échelle de la caméra. C'est la source principale des défauts de stitching qui se traduisent par des effets de fantôme où les objets sont dédoublés ou mal raccordés. Et donc, suivant ce qu'on veut faire, on peut avoir deux contradictions. Si on fait de la monoscopie, on veut éviter ces problèmes. Si on fait de la stéroscopie, ces problèmes vont créer des artefacts de stitching, mais néanmoins, on a besoin de la parallaxe pour pouvoir reproduire la 3D. Et là, il y a un bon compromis à trouver entre la taille de la caméra, la distance des objets et l'effet stéroscopique qu'on veut avoir. Pour les résoudre, on peut aussi utiliser des algorithmes de traitement d'image et de computer vision, notamment en estimant une disparité entre les différentes vues des caméras et en resynthétisant des points de vue à la volée. Mais pour l'instant, ce n'est pas un problème qui est résolu en temps réel. Ça demande beaucoup de processing. La vidéo sphérique a beaucoup évolué en même temps que la société. Et là, c'est un peu à la fois l'historique de la société et de la vidéo sphérique. Notre CEO a fait l'école Louis Lumière et il s'est intéressé très rapidement aux photos panoramiques. Il en a fait son sujet de master. Il a commencé à faire du stitching d'images de point de vue commercial, y compris des productions pour une publicité pour Renault. Il a fondé la société VideoStitch en 2011, qui était initialement une société de production de vidéos. Et devant les difficultés rencontrées sur le workflow, en 2012, il y a eu un shift pour fabriquer des logiciels pour pouvoir améliorer ce workflow. En 2012, donc au tout début, il y avait un logiciel qui s'appelait PictiGui, qui existe toujours et qui travaille sur image fixe. Il permet d'assembler les différentes images. Il marche très très bien. Il y a beaucoup de contrôles qui sont disponibles. On a un résultat très très précis. Malheureusement, il ne le fait que image par image. Si on veut traiter une vidéo, ce sera fait image par image avec des scripts. De surcroît, il peut y avoir un problème comme chaque image sphérique est traitée indépendamment. Les zones de stitching sont différentes d'une image à l'autre et on manque de stabilité temporelle. Et comme ça prend du temps, on n'a pas de preview au moment où lorsqu'on filme la scène.
En 2013, nous avons sorti la première version de Studio qui permettait d'automatiser un peu les choses. Ici, c'est l'interface qui permet de synchroniser les différentes sources pour pouvoir les synchroniser temporellement. On va revenir sur ce problème après. Un premier exemple de stitching où à l'époque on était de l'ordre de 6 images par seconde, ce qui était déjà une belle avancée par rapport à Pitigui. On pouvait avoir de la preview quasi en temps réel sur des fichiers vidéo, un blending de haute qualité. C'était multiplateforme et on avait la synchronisation entre les différents flux, qui est un vrai problème à résoudre, qui se faisait, et des masques au niveau pixel. En 2014, on a amélioré les choses. Il y avait un algorithme de synchronisation automatique entre les différents flux, une calibration automatique, des réponses photométriques des caméras qui étaient prises en compte pour pouvoir égaliser les problèmes d'exposition et de balance des blancs, et de la stabilisation. En 2015, on a continué à améliorer le logiciel pour aller toujours de plus en plus vite, et on a pu avoir une version du logiciel qui s'appelle Van AVR pour faire du stitching live. Et il y a aussi une première démo de stitching live 3D au SIGGRAPH en 2015. Le Van AVR qui est pour le live n'est pas simplement pour le live. En fait, ça permet de changer complètement la donne. Avant de pouvoir avoir une prévisualisation temps réel, on était au début de la photographie. On shootait une séquence à 350 degrés avec plusieurs caméras et il fallait retourner au studio pour assembler tout ça et on ne connaissait pas le résultat avant de se rendre compte que c'était la catastrophe et qu'on ne voulait pas mettre la caméra où elle était en fait. Donc avec une solution de prévisualisation temps réel, on peut avoir ce retour, c'est l'équivalent du Polaroid pour la photographie. Même si on ne veut pas faire du stitching live pour le produit final. Donc l'historique et la progression du workflow en 2013, l'idée était d'avoir ça de plus en plus vite. En 2014, d'avoir plus d'automaticité. En 2015, d'avoir ça en live. Et le workflow typique n'a pas vraiment changé. Donc dans un premier temps, j'aborde la post-production. On shoot une vidéo à 360 en utilisant plusieurs caméras. On obtient des fichiers vidéo sur des cartes mémoire qu'on download sur un PC. C'est la colonne numéro 1. On fait rentrer les vidéos, ou on lit les vidéos. Comme ce sont des fichiers vidéo, on n'est pas sûr que toutes les caméras aient démarré au même instant. Il faut pouvoir les resynchroniser temporellement entre elles, sinon on n'aura pas une géométrie rigide dans la scène et on va avoir encore plus de problèmes à résoudre plus tard. Il faut calibrer la rig de caméra, c'est-à-dire déterminer les relations géométriques qui relient une caméra à une autre. C'est une opération qu'on appelle la calibration qui peut être faite offline avec un logiciel à part, Pitigui, celui dont je disais qu'il existait toujours, ou de manière automatique. Une fois qu'on a ça, on peut avoir un premier résultat de stitching. Les caméras sont assemblées sur une sphère dont on ne connaît pas l'orientation. On peut arriver dans n'importe laquelle. Et ce qu'on veut, c'est rétablir l'horizon de la caméra pour que ce soit agréable à regarder. Donc ça, on peut le faire de manière manuelle. Une étape d'amélioration consiste à stabiliser le mouvement de la rig, surtout si elle est en mouvement. Tout à l'heure, on l'a évoqué, dès qu'on est en vidéo à 360 degrés et que la caméra est en mouvement, si plus est de manière chaotique, les utilisateurs qui vont regarder les vidéos vont avoir le mal de mer et c'est très très désagréable pour eux. Ce qu'on veut faire, c'est les préserver de toutes les vibrations de la caméra et des changements d'orientation qui seraient trop rapides. L'étape numéro 6, on essaie de souligner la qualité d'image en aplanissant la balance des blancs et les expositions des différentes caméras. Comme en général elles sont indépendantes, elles font chacun l'exposition qu'elles veulent et la balance des blancs qu'elles veulent. Et lorsqu'on assemble tout ça, on a des différences qu'on essaye d'aplanir. Et une fois qu'on a terminé, on exporte des fichiers vidéo. Si on fait ça en live avec Van AVR, le workflow est un peu plus simplifié. La lecture des vidéos se fait au niveau flux, sur des ports d'entrée d'un PC physique. Donc ça peut être des cartes graphiques qui ont des ports d'entrée HDMI, 3G SDI, ça peut être réseau éventuellement. La synchronisation est faite sur l'interface de lecture, donc on n'a plus besoin de les synchroniser. On a toujours le même problème de calibration, de détermination de l'horizon dans la vidéo sphérique. On suppose qu'on ne va pas bouger la caméra reliée en live. On a aussi les mêmes traitements pour améliorer la qualité au niveau de la balance des blancs et de l'exposition. Et l'export, en fait, on écrit les vidéos sur les ports de sortie de la machine, qui peuvent être à la fois sur le disque dur pour avoir des fichiers vidéo, ou des ports HDMI, ou 3G SDI, ou encore des flux RTMP pour pouvoir les uploader en temps réel sur des serveurs comme YouTube.
qui est une fonctionnalité qui est offerte depuis cette année par YouTube, pouvoir streamer en live de la vidéo sphérique. En 2016, notre focus, c'est essayer de rendre tout ça plug and play, parce qu'il y avait encore pas mal d'étapes à faire en live. Et nous avons annoncé au mois d'avril dernier une caméra 360 degrés live qui s'appelle la Aura 4i, que l'on voit ici. Donc elle se présente sous la forme d'une caméra en haut et d'une stitching box, qui est ce boîtier-là, posé sur la table ici, qui lui va faire le stitching en live directement à la sortie de la caméra. Il y a plusieurs caractéristiques entre guillemets magiques. La première, c'est que c'est plug and play et il n'y a qu'un seul câble qui assure à la fois l'apport d'électricité et la sortie des flux vidéo. Jusqu'à présent, si on utilise des rigs de caméras standards de type GoPro et qu'on veut faire du live, si on a 4 caméras GoPro, on a 8 câbles, 4 pour l'alimentation, 4 pour les sorties vidéo. Elle a un facteur de forme petit, donc elle a une taille petite, de la taille d'un point, ce qui veut dire que ça limite les effets de parallaxe. On peut avoir un stitching très proche, très propre pour les objets relativement proches à la caméra. Elle est capable de faire du 4K, donc 4096 pixels par 2048 à 30 images par seconde. On a une prévisualisation live et on peut la contrôler à travers une web app. Si on a un smartphone ou un PC, on peut atteindre ces contrôles. Il y a une stabilisation automatique et la mise à niveau de l'horizon, car elle inclut une centrale inertielle à l'intérieur. Et enfin, il y a 4 micros intégrés à la caméra qui permettent d'avoir un champ sonore ambisonique 3D qui permet une restitution binaurale. C'est l'une des rares caméras sur le marché à avoir de tels micros jusqu'à présent. Si on reprend le workflow et comment la caméra s'intègre, on lit des flux vidéo sur le réseau qui passent par le câble réseau. La synchronisation des différents flux se fait au niveau sous-image par le hardware de la caméra. Elles sont précalibrées en usine, donc on n'a pas besoin de chercher soi-même une calibration. Les corrections d'horizon de stabilisation et d'exposition sont entièrement automatiques et les sorties sont à la fois des fichiers vidéo. On peut sortir la vidéo sur la sortie HDMI de la stitching box ou encore des flux réseau pour envoyer ça directement à YouTube. Ce qu'on peut résumer en bon français que le workflow devient on branche et on diffuse. Elle a été démontrée dans différents showcases. Ici, c'est Google I.O. de cet été. Roland Garros, plus proche de nous, à Paris. La caméra est au-dessus de l'arbitre. Son facteur de forme fait qu'elle est relativement bien acceptée dans des événements. Personne ne la voit et ne dérange personne. On en est à la phase de pre-order. Les expéditions vont bientôt débuter. Et je vous remercie pour votre attention. Donc on peut commencer à prendre des questions et en parallèle, on va essayer de brancher la caméra. Voilà, on va faire un changement d'ordinateur. François, je vais passer. Voilà, parfait. C'est de l'autre côté. Donc, la caméra vient juste d'être branchée. Le logiciel, ce qu'on voit ici, c'est l'interface de l'application web. On peut passer en plein écran. Et voici la prévisualisation qui arrive. Ce n'est pas du 4K, parce que c'est la prévisualisation. Et c'est streamé en temps réel par la stitching box sur son propre réseau Wi-Fi. Donc là, on a un décalage de combien? 5-6 secondes, non? Quelques secondes. C'est lié au fait que c'est réencodé. Ah. Il y a du son, oui. Aussi. D'accord. Du coup, je commence avec une question. Donc, merci de ta présentation. Et effectivement, tu as parlé du problème lié à la distance entre les différentes caméras et le fait que du coup, il faut éviter de filmer des choses de trop près pour éviter les problèmes
de stitching. Voilà. Moi, ça m'est arrivé de voir des films justement 360 qui avaient été tournés en mouvement et où justement les raccords, c'est comme s'il n'y avait rien eu de fait, les raccords se voyaient. Enfin, c'était sympa pour faire une démonstration, mais il y avait un sérieux problème. Justement, est-ce que tu peux faire un point sur les bonnes pratiques, ce qui marche bien avec les caméras 360 aujourd'hui, ou ce qui pose problème à faire pour que éventuellement des réalisateurs qui ont des idées puissent être aiguillés? Ce qui marche bien, c'est la prévisualisation avant qu'on commence à shooter, qui permettent de voir à quelle distance on a les problèmes de stitching pour bien placer la caméra. Des systèmes de stabilisation physique, comme des steadicam, pour éviter les accros dans les mouvements. Et c'est principalement ça. Pour les erreurs de stitching, il y a une autre solution, c'est de retoucher les images les unes après les autres, avec des logiciels comme Nuke. Mais là, on parle d'une semaine de travail pour une seconde de production, quasiment. C'est extrêmement coûteux. C'est quelque chose qu'on essaie d'éviter, en général. À moins qu'on ait un niveau de production avec des coûts équivalents à Hollywood. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Joanne, à côté. Ah. Bonjour, Anaïs, chez Expérience 360, donc créateur de contenu. J'ai une petite question toute simple, parce que je pense que ça n'a pas été mentionné, ou alors je ne l'ai pas entendu. Simplement le prix de la caméra. Non, ça n'a pas été mentionné. 2500 $. D'accord, merci. Ou et équivalent de 2500 €. Petite parenthèse anecdotique, puisque l'année dernière, on avait précommandé la Sphericam, qui devait arriver en début d'année, et on l'attend encore. Donc j'espère que ça va bien fonctionner, puis merci. J'espère aussi. Vous en êtes où d'ailleurs? Je crois que tu m'avais parlé de certification. Oui, la chaîne de production est en place. Il reste à régler des problèmes de certification, ce qui ralentit un peu le départ. Mais les premiers envois vont être faits pour les clients américains, à cause de problèmes de certification. Et normalement, d'ici quelques semaines, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou retours d'expérience? Oui, bonjour. Moi j'ai une question par ici, j'ai déjà le micro. Bonjour, Quentin Francotte, j'aurais une question concernant la caméra Aura. Pour l'instant, on n'est pas en 360 stéréoscopique, j'ai l'impression. Est-ce que vous envisagez, est-ce que vous développez un système qui sera équivalent en 360 stéréoscopique? Peut-être. Je ne peux pas en dire plus. Merci. Je peux donner des compléments. Il n'y a pas énormément de demandes en stéréoscopique. Le principal problème étant qu'il faut garder la tête horizontale, quel que soit le point de vue on regarde. Donc on peut regarder en haut, en bas. En haut, pardon, et en bas. Il faut éviter de pencher la tête comme ça, sinon on perd l'effet stéréo. Et assez souvent, les caméras stéréoscopiques n'ont pas l'effet stéréo au zénith et au nadir. Oui, assez logiquement. Ouais. Donc il y a de la demande, mais elle n'est pas si énorme que ça. Le principal focus, c'est de résoudre les problèmes déjà quand on est en monoscopique. D'accord, le stitching notamment, et puis tout ce que vous avez résolu avec ce que vous proposez. Oui. Merci beaucoup. Mais c'est pas exclu de passer à la stéréo. Petite question du coup, est-ce que la caméra a besoin d'une alimentation externe? Je suppose que le boîtier de stitching, à mon avis, doit pas mal consommer. Est-ce que c'est possible d'attacher un drone? Du coup, c'était ma question. Si on peut attacher une grosse batterie au drone, oui. Enfin, quel poids de la batterie, du coup, pour évaluer? Là, ça, c'est vous qui choisissez. Ah oui, ok. Ouais, c'est mort alors. Non, mais sinon, le poids du boîtier, déjà, pour avoir une idée de ce qu'il faut lever. Alors, la Stitching Box, elle fait un peu plus d'1 kilo. Et ici, l'alimentation est donnée par un PoE, Power over Ethernet, qui est relié à la Stitching Box, mais ça pourrait être relié à une alimentation classique. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que la caméra est reliée par un câble Ethernet. S'il est de bonne qualité, on peut aller jusqu'à 100 mètres. La Stitching Box peut être éloignée de 100 mètres. Et à Roland-Garros, en fait, on passait par le réseau local de Roland-Garros. Donc il y avait les PoE qui étaient reliés à des prises électriques et les caméras streamaient sur le réseau de fibre optique. Donc les Stitching Box étaient extrêmement distantes des caméras. Oui, bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos prévisions de vente d'ici fin 2017, par exemple, et quelle part de marché, ou quel est le marché total de ces caméras, cela représente-t-il au niveau global pour toutes sortes de caméras? Alors, je suis désolé, j'ai pas vu qui posait la question. Ah pardon, je suis là. D'accord. Et la réponse, non, je ne suis pas habilité à vous donner ces chiffres. Le marché global est très, très mal défini, aussi. Ça dépend si on veut une caméra stéréoscopique, pour des productions offline, pour du live, pour du streaming. Oui, donc moi, ce serait plutôt une question sur la vidéo 360 degrés en général. J'ai vu que YouTube avait fait un essai sur une vidéo multicaméra. Et je me demandais si justement, parce que dans le cadre de la vidéo 360, on a on va dire une contrainte d'angle, puisqu'on est seulement sur un angle qu'on a choisi, qu'on nous a choisi pour nous. Est-ce que vous pensez que la vidéo 360 degrés, dans le futur, on pourra justement changer d'angle? Est-ce que ça tend vers ça ou... Oui, il commence à y avoir des expérimentations dans ce sens-là. D'accord. Et ce sera d'autant plus facile qu'il y aura une grande disponibilité de caméras à 360 degrés qu'on pourra en mettre plusieurs dans un même endroit et qui seront synchronisés, soit sur un flux réseau, soit sur un flux vidéo. Avec une régie qui peut orchestrer le tout. Et juste, j'avais une autre petite question par rapport à la post-prod. Non, même pas à la post-prod, mais c'est plutôt le tournage, en fait. Qu'est-ce qui change réellement d'un tournage, on va dire, classique? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, on va dire? La prise en compte. La première des choses, c'est qu'on voit à 360 degrés, donc il est hors de question d'avoir une équipe technique visible. Il faut aussi souligner l'éclairage parce que le moindre projecteur sera visible. Il faut plutôt filmer dans des conditions réelles. Il faut que le réalisateur se cache de la caméra. Les acteurs sont vraiment livrés à eux-mêmes. Et ensuite, il y a toute la scénographie qui peut changer. On ne peut pas se comporter de la même manière devant une caméra classique et une caméra sphérique. Ou bien il faut avoir de l'action un peu partout autour, ou bien il faut avoir des artifices pour focaliser l'action du spectateur. Mais du point de vue technique, c'est très différent, ne serait-ce que sur le studio en lui-même. Bonjour, Bernard Fontaine, France Télévisions. Je remercie mon confrère de Vidéosite de parler de l'expérience Roland Garros. Effectivement, on a été coupable de ce choix et on ne le regrette pas du tout. Je ne pensais pas qu'on allait en parler aujourd'hui, mais j'en profite parce qu'avec ma collègue Nathalie, qui est devant moi, on était à Londres la semaine dernière, on expliquait cette expérience sur laquelle on a beaucoup appris, nous, en tant que chaîne de télévision, l'utilisation de cette caméra. À Londres, il y avait une grande conférence également la semaine dernière. On a échangé essentiellement entre broadcasters européens nos expériences à tous de la télévision. Et grâce à vous, d'ailleurs, grâce à Vidéosite, on est aujourd'hui les seuls à avoir fait du live. On a fait plus de 300 heures de live avec vos caméras, parce qu'on en avait installé plusieurs. Et 300 heures de live sur de la VR, c'est quelque chose qui n'avait jamais été tenté. Alors pourquoi on l'a fait? Ça paraît peut-être idiot, mais la Fédération française de tennis, qui est propriétaire du lieu, nous imposait, chose extrêmement difficile, à mettre une caméra, mettre une caméra VR, ok, mais on ne veut pas la voir, la caméra VR. Alors, compliqué de mettre des caméras, des rigs, ce sont des objets quand même un petit peu encombrants. Et c'est vrai que le fait que votre caméra soit toute petite nous permettait de la rendre quasiment invisible à l'image du monde entier. Alors c'est peut-être un peu bête pour vous, parce que c'était effectivement en termes de publicité, on ne la voyait pas trop, la caméra, et placée sur la chaise de l'arbitre, on ne devait pas la voir. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le fait qu'il faille, comme vous l'avez dit, écarter la caméra du petit PC, la stitching box, est quelque chose qui était compliqué. Et nous, on souhaitait, en tant que professionnels, faire en sorte que on puisse commencer à former nos équipes de production, introduire ce genre de caméra dans des workflows de production. Donc ça veut dire utiliser les câbles optiques qu'on utilise pour une émission de télévision. Donc on a dû interfacer ça, on l'a fait et ça marche bien. Donc ce retour d'expérience pour nous était très précieux pour d'autres usages de ce type de production, des concerts ou autre chose qu'on serait amené à faire. Et le dernier point, peut-être sur cette expérience que l'on a eue, on souhaitait également utiliser de la 4K pour améliorer la qualité de l'image. On avait l'an passé déjà utilisé une caméra, mais qui était en HD. Donc on voulait passer en 4K pour voir si le gain qualitatif était suffisant. Alors la réponse, elle est oui, mais là on a mis la main dans un engrenage un peu compliqué. C'est que cette expérience qu'on a faite d'ailleurs en collaboration avec Google également, parce que les équipes de YouTube venaient juste d'annoncer la capacité de leur player à jouer du live, malheureusement pas en 4K mais en HD à cette époque-là. Donc on a dû, nous, un peu à l'arrache, écrire des applications avec des players capables de lire de la 4K
de votre caméra. Et le retour d'expérience des utilisateurs, c'est de dire 4K c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors, on leur a dit, mais attendez, 4K, ça nécessite une bande passante phénoménale. La 4K sur une caméra comme celle-ci ou la 4K en télévision à plat, en 2D classique, c'est une bonne vingtaine de mégabits par seconde pour être transmis sur des réseaux. Alors autant vous dire que sur votre téléphone, vous avez à peu près zéro chance d'avoir 20 mégabits par seconde sur votre téléphone, hormis d'habiter sur la bande téléphonique située sur le toit de l'immeuble. Donc ça, c'est compliqué de faire une promesse qualitative parce que le transfert des données sur un réseau télécom, on est totalement dépendant de ça. Donc ça nécessite comme des très bonnes conditions d'éligibilité à la 4K, donc d'avoir à peu près ce débit-là à la maison si vous avez une bonne qualité. Et pour nous et pour vous et comme pour tout le monde, d'ailleurs le prochain challenge pour nous, c'est version 2017, donc l'an prochain, c'est d'améliorer les solutions de compression. C'est-à-dire que la compression numérique qui est nécessaire d'être faite, parce qu'on ne peut pas se contenter du signal qui sort de la caméra pour le transmettre sur Internet, on doit le compresser. Donc cette compression, les plateformes de compression doivent être beaucoup plus intelligentes, c'est-à-dire en fait ne permettre de faire observer à l'utilisateur que la portion utile qu'il regarde. Ça ne sert à rien d'encoder ce que vos yeux ne regardent pas, ce qui est derrière votre tête, c'est un gâchis de bande passante. Alors le challenge sur lequel bossent beaucoup de personnes, à l'initiative de YouTube, de Facebook qui a lancé l'idée, c'est de travailler sur de l'encodage. On appelle ça du tiling encodage, c'est un encodage par tuile qui va permettre donc vraiment d'encoder que la portion utile de ce que le regard de l'observateur sur lequel le regard de l'observateur se porte, de manière à améliorer cette qualité de compression. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, je pense, parce que des résultats de discussions qu'on a pu avoir avec des centaines de personnes qui sont venues nous voir pendant cette quinzaine, c'est de dire, parce qu'en même temps, on faisait de la télé classique, entre guillemets, en 4K, c'est de dire, ouais, pourquoi l'image en 4K sur le téléviseur elle est plus belle que l'image en VR que je regarde sur un casque VR? Évidemment, quand vous regardez à plat sur un écran les 8 millions de pixels d'une image, c'est totalement différent des 8 millions de pixels qui sont, imaginez, déployés autour de votre tête, parce que vous n'en voyez qu'une petite portion. Donc on leur a expliqué ça, donc ce challenge que beaucoup de fabricants d'encodeurs, qu'ils soient encodeurs physiques ou virtuels, parce que maintenant on peut encoder également sur des solutions virtuelles sur Internet, c'est d'optimiser cette compression vidéo qui est essentielle pour nous, et si on n'y arrive pas, on aura du mal à faire accepter au grand public que cette expérience 4K soit insuffisante en qualité. Tout le monde aujourd'hui demande de la qualité. On ne comprend pas, le grand public ne comprend pas qu'il fait une très belle photographie avec son smartphone et que quand il coiffe un casque VR, à l'exception du jeu qui a moins de contraintes que ce que je viens d'expliquer, l'image est pas nette en fait. Donc elle manque de qualité. Donc cette compression est vraiment nécessaire à l'amélioration de la qualité et au succès populaire de cette réalité virtuelle. Voilà ce que je peux dire en tant qu'utilisateur de la caméra. Merci pour ce témoignage. Je vous remercie chaleureusement pour ce témoignage et d'avoir dit que ça fonctionnait pendant plus de 300 heures sans encombre, contrairement à aujourd'hui.